Jérôme Guedj, bonjour. Bonjour, et bienvenue. En cette rentrée, on va... Très heureux de participer à votre rentrée ce matin. C'est le début de notre saison avec vous, mais je voudrais revenir sur l'épisode qui avait clos l'été parlementaire. La manière dont vous étiez monté au créneau contre la résolution venant d'une partie de la NUPES, notamment les communistes, accusant Israël de pratiquer un apartheid. On vous a laissé sur ce combat en juillet. Est-ce que vous considérez qu'il est gagné, que la NUPES est guérie contre ce genre de tentation ? Je crois que dans le pays, il y a beaucoup d'acteurs, il y a des pans entiers de la société qui ne prennent pas la mesure de la sensibilité des questions relatives à la perception qu'on a de la situation en Israël, au conflit israélo-palestinien. Et puis aussi, et c'est peut-être le plus important, parce que sur les questions internationales, les uns et les autres peuvent avoir leur regard, il n'a pas forcément de retentissement sur nos vies domestiques, si j'ose dire, mais il y a parfois aussi un manque de sensibilité, de prise de conscience de la situation de l'antisémitisme dans le pays et du fait qu'il y a un grand nombre de nos concitoyens, d'ailleurs pas que juifs, qui vivent avec cette réalité et ces inquiétudes-là. Et donc, sur ce cas particulier de cette résolution, moi, en effet, je suis monté au créneau avec comme seule préoccupation, vous savez, je dis les choses clairement, je défends naturellement la sécurité de l'État d'Israël, la solution à 2 États, les droits des Palestiniens, mais je considère que ce type de réponse est absolument contre-productive. Pire, elle peut avoir un retentissement dans notre vie nationale. Et ça pourrait faire exploser une famille nouvelle comme la NUPES, si ça se reproduisait. Je pense qu'il faut d'abord admettre qu'il peut y avoir plein de divergences à l'intérieur de la NUPES. La NUPES, ce n'est pas un lieu dans lequel on est alignés les uns et les autres sur les mêmes positions. Donc on peut avoir des désaccords sur des sujets économiques, sociaux, etc. Mais sur des questions essentielles, sur des questions de valeur, sur des questions qui renvoient à la conception de l'engagement politique, il faut en effet qu'on soit particulièrement attentif à rester groupés. Et là où certains pourraient avoir des expressions, des prises de position qui heurtent pas uniquement les autres composantes de la NUPES, il faudrait qu'il y ait ces clarifications. Et je veux juste vraiment terminer sur le point que vous mentionnez, parce que moi, je n'ai pas souhaité m'exprimer. Je le ferai dans les jours qui viennent probablement à nouveau, parce que je pense qu'il faut qu'on regarde l'ensemble de ces questions. Mais mon point principal sur cette résolution, sur le caractère affirmé d'apartheid de l'État d'Israël, pourquoi je me suis opposé avec un réflexe assez fort, c'est que en essentialisant le conflit israélo-palestinien, qui est la confrontation de 2 nationalismes, on commet un risque sur le sol national. Parce que s'il y a apartheid, alors ça veut dire qu'il y a domination d'un groupe racial sur un autre. Et donc c'est plus un problème entre les Israéliens et les Palestiniens, ça devient un problème entre les Juifs et les musulmans. Et si le conflit palestinien, israélo-palestinien, est un conflit entre les Juifs et les musulmans, alors partout dans le monde, il doit être vécu comme tel, et donc il risque d'alimenter l'antisémitisme. Et c'est pour ça que j'ai été aussi virulent dans l'opposition à cette prise de position, de la même manière que je considère que le boycott ne constitue pas une réponse adaptée pour ceux qui souhaitent légitimement défendre les droits des Palestiniens, mais ce n'est pas la bonne manière de le faire. Pour contrer cette montée d'un nouvel antisémitisme, est-ce que vous souhaitez aujourd'hui que le Conseil d'État valide l'expulsion de l'imam Iqiyoussen ? Moi, d'abord, par principe, je respecte, avant qu'elles soient prononcées ou après, les décisions de justice. Mais là aussi, de manière extrêmement claire, je considère que tous celles et ceux qui, par leur attitude, par leur prise de position, se définissent, revendiquent leur appartenance au camp des adversaires de la République, alors celle-ci doit se défendre. Simplement, et ça fait le lien avec ce que je mentionnais précédemment, si on accuse cet imam, comme c'est le cas, des prises de position qui ont été les siennes, en matière d'homophobie, en matière d'antisémitisme, alors je trouve qu'il a manqué une étape dans le processus. Il aurait fallu le poursuivre. Parce que l'antisémitisme, ce qu'on répète matin, midi et soir, c'est pas une opinion, c'est un délit. Donc la justice avant la justice administrative. C'est-à-dire que là, on est sur une expulsion qui est motivée par des reproches de nature pénale qui lui sont faits. Et donc moi, je reproche qu'il n'y ait pas une politique pénale systématique de lutte contre le racisme, les discriminations et tous les propos haineux qui soient... Mais c'est parce que sinon, après, on en est à dire
ah bah ça c'est antisémite, ça ne l'est pas. Ça c'est homophobe, ça ne l'est pas. Moi je préfère, je suis dans un état de droit, que la justice tranche. Que la justice tranche en amont. Alors la rentrée est essentiellement économique et sociale. Elisabeth Borne va parler dans le MEDEF aujourd'hui. Elle se dit ouverte à une réflexion sur la taxation des superprofits. Comment interprétez-vous ce geste d'ouverture ? Je ne sais pas si c'est un geste d'ouverture, mais c'est peut-être un principe de réalité. On vit quand même une situation proprement hallucinante. On est encore aujourd'hui un des seuls grands pays à ne pas mettre sur la table une réponse pour dégager des ressources pour financer quoi ? La transition écologique, on a vu cet été la catastrophe dans laquelle nous sommes et qui va s'amplifier. Pour financer les services publics, on est à la rentrée, on n'arrive pas à recruter de profs. Dans les hôpitaux, il manque des services entiers et des postes qui ne sont pas pourvus. Dans les EHPAD, dans les services à domicile. Et il y a de l'argent dans ces entreprises. Écoutez, pourquoi l'Allemagne le met en place ? Pourquoi l'Espagne le met en place ? Pourquoi d'une certaine manière Joe Biden, avec une taxe qui élargit l'assiette Nous, on a peur de faire fuir les investisseurs. Mais attendez, les autres pays, je veux dire, c'est pas des gauchistes. En Angleterre, en Espagne, en Italie, en Allemagne, et je le redis, Joe Biden qui élargit l'assiette de taxation des bénéfices des entreprises, ils le font parce que de quoi on parle là ? Parce qu'il faut que nos auditeurs comprennent bien. Dans la période, il y a certains acteurs avec l'inflation qui ont vu, puisque les prix augmentent, leur chiffre d'affaires, et bien évidemment, on pense aux industries pétrolières. Ou du transport. Et donc, on se retrouve avec des acteurs qui... Je ne sais pas s'il faut les qualifier de profiteurs de l'inflation ou de profiteurs de la crise, mais à situation exceptionnelle, à réponse exceptionnelle. On va demander à tous de faire des efforts. Pendant cette rentrée, il y a des familles entières à qui on dit qui vont de fait se serrer la ceinture sur la rentrée des classes et à qui on dit demain de faire des efforts en termes de sobriété énergétique. Et on n'aurait pas cette solidarité nationale qui consiste à dire à ces grandes entreprises de participer à l'effort collectif. C'est proprement hallucinant. Et jusque-là, elle était très réticente. Je ne sais pas s'il y a un lien de cause à effet, mais moi je constate que ce week-end, Olivier Faure, le patron du Parti Socialiste, annonce qu'on va faire une mobilisation nationale avec une proposition de référendum d'initiative partagée, c'est-à-dire obligé à mettre ce sujet à l'ordre du jour du débat public avec un référendum. Et le gouvernement suit. Écoutez, c'est ça la politique, c'est créer du rapport de force. Donc merci à Olivier Faure d'avoir fait cette proposition et merci aux autres forces de gauche, en tous les cas, d'avoir dit qu'elles pouvaient l'appuyer. Que feriez-vous si vous étiez au pouvoir de mieux que les boucliers tarifaires, les aides pour lutter contre cette inflation, pour aider les Français à résister ? Écoutez, d'abord, il y a quelque chose qu'on vient d'évoquer, qui est que il faut partager l'effort qui doit être porté par les uns et par les autres. Et donc, on ne peut pas se contenter de le faire porter uniquement par les plus modestes. Puis la deuxième chose, c'est tout ce qu'on a vécu pendant le débat parlementaire au mois de juillet et qui atteste du fait que la volonté de construire des compromis, elle n'était pas tout à fait sincère. Le sujet principal, le pouvoir d'achat, ce n'est pas des chèques ponctuels, ce n'est pas des primes. C'est tant mieux s'il y a des primes. La prime Macron telle qu'elle avait été créée, le seul problème, c'est qu'elle n'avait concerné que 5 millions de salariés. Là, il faut monter les salaires maintenant. Le vrai sujet de préoccupation, c'est l'augmentation des salaires. Il y avait un levier qui était à la main de l'État, qui était l'augmentation du SMIC à 1 500 €, qui derrière entraînait l'ensemble des acteurs du monde économique et de l'entreprise. Et ça ne constitue pas une menace pour ceux-ci. Parce que, vous savez, l'économie, c'est un cercle vertueux. L'augmentation du pouvoir d'achat des ménages, c'est aussi une augmentation de la capacité à consommer, à soutenir la demande intérieure, et donc les entreprises, et particulièrement les PME françaises. La gauche a tenu des universités d'été séparées, oui. Et pourtant, on a l'impression que partout, la NUPES est devenue un fait acquis. C'est votre sentiment, Parti Socialiste ? Il n'y a plus de contestation forte et crédible de la NUPES ? Il y a quelques grincheux, un peu ronchons. C'est des grincheux, des ronchons ou des vigilants qui disent « Attention, ne pas se soumettre aux insoumis ». Regardez ce qui s'est passé dans notre rentrée début juillet. Sur les différents textes, on a fait entendre la singularité du Parti Socialiste à l'intérieur de cette coalition. Sur les textes de fond, voilà, je vous prends l'exemple, l'adhésion de la Finlande et de la Suède à l'OTAN, les socialistes ont voté pour, comme les écologistes, les communistes et les insoumis ont voté contre. Et ce n'a pas été un drame puisque nous savons que nous avions un désaccord sur ces questions internationales ou de défense. Et donc, sur le fond, sur la forme, on l'a évoqué tout à l'heure, on peut s'exprimer librement quand on a des désaccords, mais le fait majeur politique de la période, d'ailleurs, je vais vous dire, il y en a deux. Il y a la coalition, le rassemblement de la gauche et des écologistes, et moi je souhaite qu'ils puissent continuer à vivre. Et il y en a un qui est quand même, je le dis devant un éminent journaliste, qui je trouve est passé trop sous silence, c'est la banalisation totale du Rassemblement national. Je le redis ici avec la même colère. Oui, mais ils ont 90 députés, les Français ont voté pour eux. Comment ne pas les banaliser un peu ? Mais je vais vous prendre un exemple très précis. Rien
rien n'imposait à ce que le Rassemblement national ait 2 vice-présidents de l'Assemblée La nationale. tradition parlementaire, les Aucune équilibres de tradition. force. Écoutez, est-ce qu'au Bundestag allemand, dans lequel il y a l'AfD, l'extrême droite allemande, ils sont représentés, ils pourraient prétendre? Eh bien non, là-bas, il y a encore un front républicain qui fonctionne. Est-ce qu'au Parlement européen, où ils pourraient légitimement prétendre à un certain nombre de représentations institutionnelles? Moi, je vais vous dire, j'ai les boules à chaque fois que je vois arriver un vice-président ou une vice-présidente encadré par la garde républicaine avec les roulements de tambour. C'est une forme de respectabilisation du Front National et dont la responsabilité, je le redis avec beaucoup de solennité, ce sont des députés de la République En Marche, les mêmes qui nous avaient demandé un mois auparavant de faire barrage à Marine Le Pen en votant pour Emmanuel Macron, ce que j'ai fait, qui ont pris un bulletin de vote avec écrit le nom de ces 2 élus du Front National pour voter pour eux. Rien ne les obligeait à le faire. Je reviens d'un mot sur la NUPES. Ces divergences que vous avez sur tel ou tel dossier, ça rend impossible le stade suivant, c'est-à-dire une fusion dans un seul parti ou une fédération, et évidemment une liste unique aux européennes en 2024 ? Sur le premier, les 2 sujets sont distincts. Sur le premier point, personne n'a envie de se dissoudre dans voilà, la NUPES, ça suffit comme fonctionnement. La NUPES, c'est une coordination, c'est une coalition, c'est un fait politique qui permet de répondre aux urgences des Français. En tous les cas, nous, c'est notre conviction. Il faut aussi être lucide. Ça a été nécessaire, mais ce n'a pas été suffisant. Donc il faut aussi re-questionner le contenu programmatique pour l'enrichir, bien sûr, on n'a pas gagné. Voilà. Mais il faut la faire vivre, il faut maintenir ce cadre au Parlement et sur les territoires. Et les européennes, c'est un sujet que moi je considère un peu différent. C'est-à-dire qu'on ne peut pas envoyer un signal à tous ceux des électeurs de gauche qui ont adhéré à ce rassemblement en leur disant dès l'élection qui suit, on reprend chacun nos billes et on retourne dans nos pénates. Je sais que ce sera compliqué. Donc moi, la seule chose que je demande, c'est de ne pas être dans de la posture dès à présent. On se met autour de la table, on regarde les points d'accord et de désaccord sur la question européenne. Si les points d'accord sont plus nombreux que les points de désaccord, alors essayons de faire un programme et des candidatures communes. Si on constate qu'il y a des désaccords qui subsistent, alors on sera légitime les uns et les autres à partir séparément. Mais on ne joue pas de la politique aérie en se disant on y va chacun dans son coin. Jérôme Guedj, merci, bonne journée. Merci.